Très ravi de vous retrouver nombreux en ce numéro spécial Grand H. Nous allons tout au long de cette émission recevoir pour vous Monsieur Boula Boula. Il est architecte, en même temps citoyen congolais et patriote aussi, qui aime son pays. Avec lui, nous allons exploiter une thématique très capitale, parce que c'est d'actualité, l'audit technique des processus électoraux 2016-2018. Et il va nous donner comme ça quelques propositions. Je m'en vais tout droit déjà saluer notre invité. Bonsoir, Monsieur Boula Boula. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très heureux de revenir sur votre plateau pour parler des problèmes très importants de notre pays afin de rechercher des solutions à ces problèmes. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, votre passage a des effets et toujours de l'impact visible et palpable. L'autre fois, je vous avais reçu au sujet de la délocalisation de la FIKIN. Et nous avons suivi une sorte de proposition de nos sénateurs. D'abord, nous allons être un peu clair. C'est bel et bien M. Didier Moumengi, le sénateur, qui propose aussi la délocalisation de la foire internationale de Kinshasa à la place du Grand Marché. Et j'ose croire que vos idées, vous êtes ici, sur ce même plateau, pour donner cette proposition, et cela a aussi intéressé les sénateurs. Quelle est votre impression? C'est vraiment avec une joie inattendue de voir le sénateur adopter cette suggestion que nous avons autour d'une émission ici. J'ai proposé la permutation du marché central et la FIKIN, parce qu'au vu des problèmes, au vu de la situation de la FIKIN, aujourd'hui, avec l'évolution géographique, l'évolution du trafic de la ville de Kinshasa, et la FIKIN s'avère être le centre de la ville de Kinshasa. Et lorsqu'on parle du marché central, je pense que la FIKIN est aujourd'hui remplie toutes les conditions et ça va devoir résoudre beaucoup de problèmes sur le plan transport, sur le plan trafic, sur le plan de la proximité, comme disons des autres infrastructures, comme le rail, comme enfin, c'est en fait la FIKIN aujourd'hui apparaît comme le véritable centre de la ville de Kinshasa. Donc voilà. Je suis très heureux que je salue cette initiative prise par des sénateurs pour défendre ce projet et je me mets à leur disposition pour les accompagner sur le plan technique dans ce projet. Monsieur Boula Boula, ce soir nous allons plus marteler sur la bonne réforme et comment organiser des bonnes élections en 2023 avec le gouvernement actuel. Est-ce possible? Oui, c'est possible sur le plan scientifique. Moi, j'interviens toujours sur le plan scientifique. Et je pense que plusieurs nations, plusieurs pays se sont développés parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils allaient se rabattre sur les scientifiques qui ne sont pas prostitués, les scientifiques honnêtes pour, en fait, avec l'évolution technique, trouver des solutions pour le développement de leur pays respectif. En ce qui concerne les élections, tout le monde est d'accord qu'il faut des réformes. Parce qu'il y avait eu des contestations, des élections non transparentes, et comme tout le monde tient à cette réforme, et comment y procéder? D'accord. En tant que scientifique, je pense dans toute démarche, lorsqu'il y a un problème, il faut commencer par l'identification du problème.
Qu'est-ce qu'il y a eu exactement pour qu'aujourd'hui tout le monde pousse aux réformes électorales? Donc ça, c'est la condition sine qua non, Oui, l'identification. Exactement, il faut identifier les problèmes et apporter des solutions. Et les solutions, c'est ça qu'on appelle les réformes. Alors les problèmes en question, vous pouvez quand même les problèmes, énumérer? Oui, les problèmes, je peux identifier quelques-uns. Nous parlons aujourd'hui de la centrale électorale. Il y a eu de sérieux problèmes, d'abord au niveau de la répartition des sièges, au niveau de l'organisation même des élections, au niveau de problèmes, vous avez la loi électorale a des sérieux problèmes avec le problème de seuil, de problèmes de suppléants, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle du tribalisme. Mais en fait, lorsqu'on examine très bien, le tribalisme semble être constitutionnel dans la forme de l'organisation. En ce qui concerne par exemple les suppléants, quelqu'un décide de mettre en fait ses membres de famille comme suppléants. Et ça, c'est vraiment la manifestation d'une véritable, disons, du tribalisme. Et au niveau de la publication aussi, au niveau de l'élaboration des listes des électeurs, il y a eu de sérieux problèmes parce que pendant les élections, beaucoup avaient des cartes, mais ils n'avaient pas voté parce que leur nom ne s'y figurait pas sur les listes. Et là, ce sont des problèmes. Et voilà, il y a autant de problèmes que nous devons auditer et enfin de rechercher des solutions pour que, en fait, les élections sont la condition sine qua non dans une démocratie. Et la démocratie, c'est en fait pour arriver au développement. Lorsque les élections sont très mal organisées, on arrive à des contestations, et c'est le cas aujourd'hui. On ne peut pas se développer parce qu'on s'estime que celui-là n'est pas légitime et tout ça. Donc, même la population aujourd'hui n'a plus confiance aux élections parce qu'ils arrivent à la conclusion que ce ne sont pas les gens qu'ils élisent qui sont en fait, disons, proclamés. Mais parlons des élections organisées en 1960. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de cette histoire, nous relater cette histoire? Il n'y avait pas de fichiers électoraux, mais ils avaient organisé de très bonnes élections en 1960. Alors, c'est dû à quoi? Oui, exactement. En 1960, il y avait de très bonnes élections parce qu'il n'y a pas eu assez de contestations. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les pères de l'indépendance, lorsqu'ils étaient à Bruxelles, à leur retour à Bruxelles, à la table ronde, ils avaient décidé l'organisation des élections. Et dès qu'ils arrivent, en fait, c'est le législateur belge qui avait organisé le mécanisme juridique. Lorsqu'ils arrivent, ils ont commencé par créer un collège, le collège exécutif général, qui était composé d'un représentant de chaque province et d'un représentant de chaque tendance politique. À la date du 31 décembre 1959, la population congolaise était estimée à 13 800 000 habitants. Et il y avait presque 100 000 étrangers. C'est comme ça que, avec les 13 700 000, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, c'est en fait la pratique dans tout le pays du monde. Les élections, en fait, le socle, ce sont des statistiques démographiques. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Et cette représentation, c'est en fonction de la population de chaque province, de chaque circonscription électorale. C'est ce qui s'est dit. Le premier Parlement, sous la loi fondamentale, avait 137 députés. Cela est venu du fait que nous étions 13 700 000 et ils ont fait le quotient électoral à 100 000 habitants pour un député. Donc c'était ça, c'était simple. C'est comme ça que, avec les 6 provinces que nous avions, les districts étaient des circonscriptions électorales.
la répartition des sièges était fixée automatique. C'était tacite en fonction des statistiques démographiques. Et nous avons eu 137 députés. Il n'y a pas eu de problème. Je me rappelle que c'est au niveau de circonscriptions électorales. Et le premier district en population, c'était le district de Kwilu, avec 12 sièges sur le 137. C'est-à-dire que la population de Kwilu était d'1 200 000 habitants. Suivi du Nord Kivu qui avait 9 députés, Sud Kivu 9 députés, et il y a ce tableau-là de répartition des sièges. Nous sommes dans une émission, je pense qu'il faudra un débat des scientifiques pour pouvoir arriver à faire cette répartition transparente et acceptée par tous. Ils ont organisé des élections, il n'y a pas eu de contestation. Dans mes recherches, je suis tombé dans un livre écrit par M. Bomande Keboniaka, qui avait publié en 1992, qui donne même les voix, parce que le premier, c'était le papa Kisolekele, avec plus de 92 000 voix, suivi de Lumumba Patrice avec plus ou moins 80 000 voix, Gizenga avait 52 000 voix. Voilà un peu l'organisation des élections. Et puis, en ce qui concerne l'organisation même, les circonscriptions, c'était des districts. Et dans chaque district, il y avait 3 bureaux. Le bureau principal, le bureau de vote et le bureau de dépouillement. Donc, au niveau des provinces, il y avait une commission de contrôle. Donc, en fait, les commissions, la CENI était décentralisée. Vous savez très bien que le principe des élections, c'est au niveau local. Donc, même les publications, c'était au niveau local. Comme la province du Nord Kivu, avec le district à cette époque, avait 9 sièges, dont les 9 députés là étaient publiés au niveau de la circonscription. Et au niveau de la province, on a amené le rapport et jusqu'au niveau national. Donc, ce n'est pas une centrale. Je comprends très mal comment nous sommes dans une décentralisation et qu'au niveau des élections, on parle de la centrale électorale. Nous, les élections, c'est au niveau local que les électeurs doivent se rendre compte qu'effectivement, on a publié ce que nous avons voté. Voilà un peu, en résumé, ce qui s'est passé en 1960. Et pour actualiser cela, parce que là, nous sommes déjà dans cette modernisation, et il faut nécessairement appliquer les techniques appropriées pour atteindre cet idéal. Mais seulement, en termes clairs, pouvez-nous parler de l'audit technique du processus électoral? Oui, l'audit technique... C'est quoi d'abord le fichier électoral? Le fichier électoral comprend l'ensemble des électeurs. Donc lorsqu'on fait des listes, afin d'éradier les irresponsables, il y a des conditions que le législateur donne pour être électeur. Quand on a satisfait ces conditions-là, à ce moment, on est inscrit dans la liste. C'est en fait pour garantir l'unicité de voix, dire qu'une personne n'a qu'une seule voix. Et c'est comme ça que l'ensemble des listes-là, c'est le fichier électoral, l'ensemble des électeurs. Et ces électeurs-là, pour les élections de 2016-2018, vous avez suivi que la CENI avait d'abord proclamé 46 862 000 électeurs. Ensuite, il y a eu le doublon et nous sommes arrivés à 40 millions, presque 25 000 électeurs. Et dans ces électeurs-là proviennent des statistiques démographiques. Personnellement, j'ai étudié à partir des statistiques démographiques. La CENI a sorti les électeurs attendus. Les électeurs attendus, c'est en fait un coefficient, un pourcentage. Chez nous, par exemple, en République démocratique du Congo, 51% de la population
est compris entre 0 et 16 ans. Donc, en fait, comme nous avons considéré l'âge de 16 ans pour inscrire les électeurs, donc c'est 48%. Et en principe, la CENI, après avoir pris les statistiques à l'Institut national des statistiques, devait multiplier ces statistiques-là pour chaque province à 48% pour trouver le nombre des électeurs attendus. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que d'abord, à partir des statistiques prises, démographiques prises au niveau de l'Institut national, il y a eu des erreurs graves que je ne suis pas d'accord avec ces chiffres. Comment pouvez-vous comprendre que lorsque nous avons parlé des statistiques ici, falsifiées, et c'est de ça que la CENI s'est servie pour faire le socle de la répartition des sièges, la loi électorale. D'abord, la CENI a exclu 52% de la population. Parce qu'on est député, pas pour les électeurs, mais pour toute la population. Donc on doit considérer toute la population pour en fait avoir un quotient électoral et trouver le nombre de sièges au prorata de la population. Ce qui n'était pas le cas. Mais ce n'est pas en fonction de l'enrôlement. Enrôlez-vous massivement pour avoir aussi beaucoup de sièges, selon la CENI. C'est tout justement, c'est là l'astuce pour la tricherie. Ce n'est pas normal. Dans tout le pays du monde, la répartition des sièges est en fonction de la population de chaque circonscription électorale. Et la circonscription, c'est en fonction, c'est comme ça qu'on parle de la représentation nationale. C'est en fonction de la population. Ce n'est pas parce que c'est la province de tel ministre ou du président qu'il faut gonfler les électeurs pour avoir autant de députés. Et vous avez des preuves? Vous avez déjà vérifié, examiné? J'ai des preuves. Mais à titre exemplatif, nous pouvons avoir à titre exemplatif, deux circonscriptions. Je peux dire, par exemple, pour la province de Lomami, concernant la population, en 2009, ce sont des statistiques que le ministère de l'Intérieur donne. Parce que le ministère de Plan ne fait pas des statistiques de la population. Le ministère de Plan, par l'Institut national des statistiques, reçoit des statistiques dans tous les secteurs du pays et les publie. C'est en fait la structure qui est destinée à publier les statistiques reçues des ministères sectoriels. Vous comprenez? Lorsqu'on prend le document, le plan quinquennal 2011-2015, il y a des statistiques que le ministère donne. Lorsqu'on prend les DES, enquête démographique et statistique, c'est en fait jusque-là la seule brochure qui donne des populations de chaque province en pourcentage et en nombre, en chiffres. En 2009, la province de Lomami a, Lomami 2009, oui. 3 804 000 habitants. Mais dans le document, l'annuaire statistique de 2015 de l'Institut national de statistiques, Lomami a 2 millions. En 2010. En 2009, Lomami a 3 millions. Mais en 2010, Lomami a 2 millions. Je prends la province du Kwango. En 2010, la province du Kwango a 3 919 000 habitants. L'INES, en 2010, met 1 844 000 habitants. Cette augmentation et cette l'INES devra nous expliquer. C'est une structure technique. C'est le laboratoire du pays. Le ministère de Plan, c'est le laboratoire du développement pour la programmation et la planification du développement. Et très souvent, lorsqu'on fait la planification et la programmation, c'est en fonction de toutes ces statistiques-là. Lorsqu'au niveau des institutions,
qu'on arrive à commettre des erreurs comme ça, alors le pays va très mal. Eh bien, je donne encore l'exemple de la province d'Ikwilu, qui a 6 688 000 habitants en 2009, et en 2010, l'INES met 4 700 000 habitants. Donc ça pose problème. Et ce sont ces résultats, ces statistiques, que la CENI va prendre à partir de 2006. L'Institut national des statistiques va faire des projections avec le taux moyen de croissance de 3,3% pour trouver en 2015 les résultats, disons, des statistiques que la CENI s'est servie. Mais lorsque la CENI prend ces statistiques-là, faussées de l'INES, au lieu d'avoir l'impartialité de multiplier par le même pourcentage pour trouver le nombre des électeurs attendus, la CENI va faire des pourcentages, donc en fait une fantaisie. Je dis quoi? Vous allez voir dans certaines provinces les mêmes résultats, les résultats des statistiques de l'INES. La CENI multiplie par 76% pour trouver le nombre des électeurs attendus. En fonction de quoi? En fonction de quoi? Et je prends l'exemple du Sankuru, qui a 2 110 000. La CENI enrôle presque à 90%. Et il y a la province, en ce qui concerne la falsification en prison, les erreurs commises. Je prends la province de Tanganyika, qui a 744 000 habitants en 2009. En 2010, la province de Tanganyika a 2 512 000 habitants. Vous comprenez? Monsieur Boulaboula. De 700 000 oui. À 2 millions. Alors, Monsieur Boulaboula, clairement parlant, comment est-ce que nous pouvons déterminer la répartition des sièges à l'Assemblée nationale? C'est en rapport avec les enrôlés ou en rapport avec les statistiques démographiques de notre pays? Alors, vous comprendrez que... J'aimerais que vous puissiez quand même éclaircir l'opinion qui vous suit. L'opinion qui me suit maintenant, c'est un exercice mathématique. Que ce soit en pourcentage, en statistiques brutes de la population, que ce soit en nombre d'électeurs attendus, en principe, ça doit donner le même résultat. Je fais cet exercice-là parce que, après avoir fait le redressement, après avoir observé ces erreurs graves, je fais le redressement des statistiques démographiques à partir de 2009. Et il y a le ministère du Plan qui donne ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cette falsification, ces erreurs commises donc par vous avez corrigé les différentes... Oui, je suis arrivé à redresser des statistiques, à remettre ça, et ensuite à obtenir le pourcentage. Mais par quel moyen? Non, par des calculs. Simple. Par des calculs. La CENI n'a pas le monopole des calculs électoraux. Nous sommes tous des scientifiques. On peut voir facilement comme ça? C'est comme ça que je dis, nous devons... Le socle, c'est celui-là. Il se transforme en statisticien. Je ne sais pas. Vous êtes descendu sur le terrain avec quel matériel? Je ne sais pas. Comment avez-vous fait? Non, je fais ça. Il y a des documents officiels du ministère du Plan, élaborés même par cette même structure, l'Institut national des statistiques. Il y a le plan quinquennal 2011-2015 qui donne des statistiques. Il y a les DES là, les enquêtes démographiques et de santé qui sont presque en harmonie, mais lorsqu'on vient prendre les statistiques qui sont dans l'annuaire 2015-2017,
Et sur ça qu'on va fonder pour le 2023. Donc nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle d'accepter qu'on a commis des erreurs et qu'il faut le corriger. Et c'est là où vient la contestation. Il y a des problèmes sérieux sur le plan technique en ce qui concerne l'organisation, les réformes. Donc ça peut se faire même en dehors ou dans les institutions. Parce que tous ces documents-là sont dans les institutions. Et ces erreurs, cette falsification, si on peut l'appeler, c'est dans les institutions. Vous comprenez? Donc il faut que les techniciens, les scientifiques, sans parti pris, sans agenda caché, se mettent ensemble. Il ne faut pas que chaque édition électorale qu'on vienne nous enrôlez-vous massivement pour augmenter le nombre de sièges. Donc ça doit rester fixe. Vous comprenez? Quelle que soit la croissance de la population, hier, aujourd'hui ou demain, avec les 500 députés, donc nous n'avons pas chaque fois à corriger la répartition des chaises parce que là, les gens ne se sont pas beaucoup enrôlés et ils sont punis pour ne pas avoir le nombre de sièges qu'il faut en fonction de la population. Donc vous avez déjà travaillé pour les différentes statistiques électorales pour les élections de 2023. Oui. Vous avez déjà fait les travaux en lieu place des concernés qui devaient travailler. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Non, Initiative personnelle? Une initiative personnelle, un scientifique au service de son pays parce que j'aime mon pays. Vous comprenez? J'aime mon pays et dans tout ce désordre-là, la population pleure, la population, un pays vachement riche, mais avec une population pauvre, un peuple pauvre, mais à cause de toute cette tricherie, parce que les politiques, la démarche politique est assise sur la tricherie. C'est comme ça. Je dis, je n'ai pas honte, je m'assume de dire que cette majorité parlementaire, elle est fabriquée de toutes pièces. Elle ne répond pas aux normes scientifiques parce qu'elle est fabriquée. Comment pouvez-vous comprendre? En fait, ça, les conclusions, nous aurons à déterminer ça lors d'un forum des intellectuels. C'est comme ça lorsqu'on parle de réformes électorales. Donc on doit impliquer aussi les élites scientifiques. Il faut que chaque tendance autonome, sans coloration politique. Même avec coloration politique, seul avec sa conscience. Je ne comprends pas qu'une province qui a 700 000, en une année, puisse arriver à 2 500 000. Et c'est une structure de l'État qui fait ça, qui commet cette erreur. Avec le principe qu'elle donne elle-même que la croissance, le taux moyen de la croissance, c'est 3,3. Et les conséquences, quand vous falsifiez comme ça les statistiques? Mais les conséquences sont les contestations. D'abord, sur le plan politique, sont les conséquences. Il y a la contestation. Et sur le plan social? Et sur le plan politique encore. Et les gens poussent au recensement. C'est pour entériner ces erreurs, cette falsification. Sur le plan scientifique, la balkanisation n'a pas réussi. Est-ce que ce n'est pas un moyen de pouvoir peupler certaines provinces? Une balkanisation intelligente. Intelligente. Donc, nous devons faire attention. Et sur le plan social? Sur le plan social, vous savez que lorsque les PTF, les partenaires techniques financiers arrivent, le document de base, le socle dans le calcul, dans la programmation du développement, dans la planification, ce sont des données statistiques. Lorsque les données statistiques sont faussées, alors c'est en fait une catastrophe. Sur le plan économique, pour finir? Mais c'est tout, mais c'est ça. Parce que le plan économique, c'est le développement. Sur ce développement, on planifie lorsqu'on doit calculer par exemple la main-d'œuvre. Il faut créer des emplois dans telle province. Mais c'est toujours sur des statistiques. Mais tous ces gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont falsifié cet annuaire, bon, c'est pas, ils sont réellement citoyens congolais? Ou bien c'est juste l'incompétence? Non, je pense qu'il y a un problème. Ce n'est pas moi à fixer. Il y a un problème. Nous, les Congolais, nous devons prendre conscience pour le développement, le bénéfice de notre pays.
Ce n'est pas normal que lorsque vous êtes désigné à un poste, à une structure, et vous puissiez faire... on ne peut pas politiser ça. Tout est devenu politique. C'est pour les générations présentes et pour les générations futures. Et lorsque je fais le redressement de statistiques démographiques, je suis arrivé à la conclusion qu'en 2022, avec ou sans recensement, nous pouvons faire de bonnes élections si nous avons la volonté. Parce que je fais la programmation. Vous seul. Je fais la projection de la population de 2009 à 2025. Nous sommes en 2023. Voilà ce qui va donner. La province, et je mets un mot sur la population de Kinshasa. Il y a des politiciens qui spéculent. Kinshasa a une population de 15 millions, de 12 millions, de 13 millions. Mais c'est une spéculation. Nous devons savoir que la population de Kinshasa, c'est une démographie, ce sont des statistiques flottantes. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Kinshasa reçoit des populations de toutes les provinces. L'exode rural. Pas du tout l'exode rural, il y a aussi des raisons de commerce, il y a des raisons d'hospitalisation. Et après, ils rentrent. C'est comme ça que lorsque nous sommes en 1960, il y a eu 400 000 habitants à Kinshasa. Et lors du recensement scientifique de 1984, ça a évolué. Et à ce moment de recensement scientifique de 1984, des populations de chaque province ont été fichées en pourcentage. Très rapidement, parce que très rapidement, j'ai dit, la province du Kwilu, c'est 9,6. Suivi de Nord Kivu, 8%. Kinshasa, c'est 6,4%. Et Sud Kivu, 6,2%. Kwango, 5,6%. Lomami, 5,4%. Okatanga, 4,9%. Ituri, 4,8%. Kasaï central, 4,4%. Congo central, 4,3%. Kasaï oriental, 4,3%. Sud Ubangi, 4,3%. Kasaï, 3,7%. Équateur, 3,3%. Maïndome, 3%. Chopo, 2,8%. Otuwele, 2,5%. Maniema, 2,4%. Olomami, 2,3%. Chouapa, 2,1%. Mongala, 2,1%. Lualaba, 1,7%. Sankuru, 1,6%. Bazouele, 1,6%. Nord-Ubangi, 1,6%. Et Tanganyika, c'est 1,1%. C'est ça la représentation. Sur le nombre des sièges. Voilà, c'est ça la représentation nationale. C'est automatique lorsqu'on calcule la répartition des sièges par province. Pour le Kwilu, on prend 500 députés multiplié par 9,6, ça fait 48 députés. Le Nord Kivu, 8% multiplié par 500 députés, ça fait 40 sièges. Kinshasa, ça fait 32 sièges. Sud Kivu, 31 sièges. Kwango, 28 sièges. Lomami, 27 sièges. Okatanga, 25 sièges. Ituri, 24 sièges. Kasaï central, 22 sièges. Congo central, 22 sièges. Kasaï oriental, 21 sièges. Sud Ubangi, 21 sièges. Kasaï, 19 sièges. Équateur, 16 sièges. Maïndome, 15 sièges. Chopo, 14 sièges. Olomami, 14 sièges. Otuwele, 12 sièges. Maniema, 12 sièges. Olomami, 11 sièges. Chouapa, 11 sièges. Mongala, 11 sièges. Lualaba, 9 sièges. Sankuru, 8 sièges, parce que c'est 1,6%. Bazouele, 8 sièges. Nord Ubangi, 8 sièges. Et Tanganyika, 5 sièges. Voilà, en fait,
la répartition des sièges qui restera définitive. Même si aujourd'hui nous sommes à 100 millions et demain qu'on devienne 300 millions, c'est ça la répartition des sièges. Il n'y aura plus à dire enrôlez-vous massivement pour augmenter le nombre de sièges. Merci M. Boula Boula pour ce travail bénéfique pour la République du Congo et surtout pour des élections apaisées, des élections acceptables à tous. Et j'ose croire que vous pouvez aussi donner votre numéro de contact. Il y aura aussi d'autres personnes qui pourront passer. S'il faut contredire, s'il faut un forum, nous allons demander à Boula Boula de pouvoir se présenter et d'autres experts aussi pour essayer comme ça de résoudre ces problèmes de réforme électorale. Je suis d'accord. Nous avons refusé les réformes proposées par l'Université de Liège, mais nous pouvons prendre nous-mêmes l'initiative avec des experts locaux. Purement technique. Votre numéro de téléphone. Technique, pour en fait arriver à avoir un seul socle. Et à ce moment-là, il y aura une équipe pour les juristes qui mettront ça en musique. Donc je suis d'accord. Mon numéro, c'est le 099 99 90 950. Donc nous devons 099 99 90 950. Nous devons travailler pour l'intérêt de notre pays et non pas servir des individus. Merci. Le moment est arrivé où les Congolais doivent se sentir, disons, responsables pour traiter des questions importantes pour le développement de notre pays. Merci à vous qui nous avez suivis. D'abord, M. Boula Boula pour ce travail. Si vous voulez donner d'autres versions de faits, le plateau, l'émission vous serez invité sans problème, oui. Oui, je voulais dire que je demande vraiment que les Congolais prennent l'affaire au sérieux, parce que c'est ça qui va déclencher les réformes électorales. Les véritables. J'estime que c'est un premier essai que nous avons fait en ce qui concerne l'audit technique du processus électoral. Les gens parlent de réformes sans proposer, et là nous proposons déjà un débat des scientifiques qui va entraîner en fait les réformes électorales pour de bonnes élections en 2023. Avec ou sans recensement, nous pouvons organiser des bonnes élections, parce qu'on dit en réalité que le diable se cache dans les détails et les détails sont dans les livres. Donc tout est là dans les livres avec des statistiques antérieures. Et je pense que nous allons aider notre pays à se développer. Et je tiens à dire que l'ONIP doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas actuellement le recensement qui compte, mais c'est l'identification des Congolais. Parce que les élections, ce sont les Congolais qui les font. L'identification des Congolais, et pour avoir pour réduire les frais, à partir de l'identification de la population, nous pourrons en même temps coupler ça avec l'élaboration des listes électorales. Donc on identifie les Congolais, celui qui remplit les conditions pour les élections, on lui donne et la carte d'identité et la carte d'électeur. À ce moment-là, nous allons éviter les gaspillages, parce que lorsqu'on fait les listes là, ce sont des dépenses énormes. En 2006, la CENI a dépensé plus de 100 millions de dollars, rien que pour l'inscription de listes. Voilà. En 2011, c'était 180. Et en 2018, Nanga a dépensé 287 millions, rien que pour l'élaboration des listes. Donc nous pouvons éviter ces dépenses-là lorsque nous mettons l'ONIP, que l'ONIP prenne ses responsabilités et fasse son travail correctement et ne se comporte pas comme s'est comporté le comité qui vient de sortir, qui n'a rien fait. Merci Boula Boula pour ces mots de conclusion. Merci à l'équipe technique, merci à Karine Bébé à la prise de vue, merci à Bruno Nzinga, à l'exploitation et Kifou Dieu merci, coordination Romain Makonda et Alain Kabongo, réalisation Moron Djambé. Portez-vous bien.
travaillons pour l'intérêt de notre nation. Ciao.